Alain Deneau, auteur invité de la 17e édition du Salon du livre de la péninsule acadienne, merci de nous accorder cette entrevue aujourd'hui. Bonjour, merci, plaisir pour moi. Donc, nous nous entretiendrons sur vos deux plus récentes publications. D'abord, Bande de colons, ayant paru chez Lux il y a quelques semaines en septembre. Et le troisième volet de votre série Les économies, toujours chez Lux, l'économie esthétique. Celui-là est sorti ce printemps et il poursuit bien sûr ce qui est entamé déjà avec les deux premiers tomes de ce feuilleton théorique, à savoir l'économie de la nature et l'économie de la foi, paru ceux-là à l'automne 2019. Donc, j'apprendrai rien à vos lecteurs en disant que les économies et bandes de colons constituent en fait la poursuite de ce qui a déjà été commencé bien antérieurement par vos publications précédentes. Donc, je souligne au passage les réflexions qui ont été réunies dans Faire l'économie de la haine en 2018 ou encore le retentissant La médiocratie, celui-là publié il y a 5 ans déjà. Et ce qu'on note donc, c'est que tous semblent participer à un plus vaste ouvrage. Donc, dans ces cas-ci, vous passez par les mots économie d'une part, colon de l'autre. Et à partir de toute une histoire de pratiques discursives et de toute une histoire de la pensée que vous retracez, ou encore à partir d'une archéologie, pour emprunter prudemment le chantier à Foucault, vous provoquez comme un souci de lucidité. Et commençons, si vous le voulez bien, par Bande de colons. On parle généralement de passé colonial. Donc, les mots colonie, colonisation, colonisateur, du moins dans l'esprit de certains, au sein d'un certain discours, ils sont associés à une antériorité, à des faits historiques dont on a tout fait finalement de se dissocier souvent. Euh, ils ne sont pas associés à une réalité contemporaine ou à un présent effectif. Or, dans cet essai, vous visez un rappel à l'ordre des consciences sur ce plan. Donc, votre essai affirme d'emblée que colon, colonie, colonisateur, ça correspond toujours, sous des égards assez importants, à une réalité très contemporaine, n'est-ce pas? Oui, il me semble que le statut de notre législation, qui est celui d'une monarchie parlementaire, dissimule mal son côté euphémique et nous rappelle, si on s'y arrête, euh, qu'il s'agit d'une nouvelle façon de désigner ce qu'on pourrait appeler sans détour une colonie, que le Canada reste une colonie dans son esprit, dans son fonctionnement, dans ses legs institutionnels, dans la représentation qu'il a lui-même de sa destinée, de sa visée. Euh, et en même temps, il y a un nombre impressionnant d'artifices qui sont mis en avant pour dissimuler à la conscience ce qui pourtant se présente bon, d'une manière sous-jacente, comme étant de cet ordre-là. Qu'est-ce que ça veut dire rester une colonie quand on se présente ainsi sous un mode euphémique? En ce qui concerne le Canada, en tous les cas, on pourrait dire qu'il s'agit d'une colonie qui a acquis au fil des générations un statut autonome, hein, et qui n'a plus besoin de tuteur officiel. Donc, ce n'est pas une colonie qui se passe de colonisateur. Il y a encore, je dirais, un grand colonisateur au Canada qui est le marché, qui est une série d'entreprises pour lesquelles l'institution politique canadienne sert de huissier, hein, en fournissant ce que le Canada a toujours été, une administration coloniale destinée à favoriser l'exploitation des richesses naturelles, à les exporter, hein, et à capitaliser sur elles. Cela dit, il s'est mis à fonctionner à partir du moment où on est passé d'un régime mercantiliste à un régime libre-échangiste à la faveur de la révolution industrielle. Je dirais
sur le mode d'un pilote automatique. Bon, c'est-à-dire que c'est une colonie qui a fini par, au fond, s'auto-reproduire à travers les générations, les époques historiques, sur ce mode, et qui vise essentiellement dans sa vocation à favoriser, au bénéfice des plus puissants, au détriment des marginalisés que sont à l'extrême les peuples d'origine, avec entre les deux une immense classe moyenne qui est une classe de colons, la spoliation des richesses au profit de marchés, et le plus souvent de marchés étrangers. J'en tiens pour preuve le fait que le Canada est le seul pays producteur de pétrole qui n'a aucune réserve stratégique et qui ne joue pas un rôle de premier plan, par exemple, parmi ses pairs. Donc, Albert Memmi étant le point de départ, donc ce que vous reprochez à Albert Memmi, d'ailleurs, dès la médiocratie, hein, et ce que vous reprochez de même à Jean-Paul Sartre, qui fait un peu la même chose dans sa préface au Portrait du colonisé, vous reprochez donc à Memmi d'avoir assimilé sur plusieurs plans colonisateur et colon, d'en avoir fait presque une seule figure, dans la dialectique qu'il développe sur le colonisateur et le colonisé. Vous notez bien que pour créer une sorte de grande catégorie englobante, Memmi adopte le substantif colonial, ou en fait, ça devient un substantif chez lui, et que Jean-Paul Sartre fait la même chose avec le mot colonialiste. Or, vous affirmez que colonisateur, colon, ce sont deux figures éminemment distinctes qu'il faut distinguer. Et vous nommez entre autres la figure du colon comme l'idiot utile. Oui. Ben, peut-être juste un retour sur le verbe reprocher, je le trouve un peu fort, même, je dirais plutôt que je reprocherais, mais même, je campe pas vraiment cette position-là, mais j'entends qu'on le perçoive ainsi. Ce que je regrette, surtout, je le dirais comme ça, c'est que les premiers intellectuels du mouvement indépendantiste québécois, dans sa forme plus récente, au XXe siècle, André d'Allemagne notamment, Raymond Barbeau, ainsi de suite, hein, ce sont des gens qui en avaient plein les bras déjà sur le plan de la pensée, là, à devoir ériger toute une approche, tout un discours qui partait de pas grand-chose. Et donc, on puisait dans un registre de texte qui était assez récent lui-même, qui était celui du discours anticolonialiste. Et donc, se sont référés à des textes comme ceux d'Albert Memmi, de Jacques Berck, d'Aimé Césaire et d'autres. Beaucoup Memmi. Bon, et Memmi, lui, effectivement, dans son approche de ce qu'a été son expérience coloniale en Tunisie, n'avait pas tellement à développer ce concept de colon, parce qu'en Tunisie, tout comme dans la plupart des colonies françaises, on n'était pas dans une entreprise de peuplement, comme ça a été le cas chez nous. Donc, les colonisés étaient en surnombre, contrairement à ce qu'on connaît maintenant chez nous par rapport aux colons ou aux colonisateurs. Les colons, c'était souvent des cadres supérieurs au sein de l'administration coloniale ou des entreprises d'exploitation qui se donnaient des allures de colonisateurs d'une manière usurpée et qui faisaient tout pour qu'on les y assimile, et il était assez tentant pour Memmi de les mettre dans le même sac étant donné qu'ils avaient sur un plan psychologique la même attitude. Le problème, c'est quand on prend ce modèle-là, qui convient peut-être pour penser la Tunisie, en tout cas quand il s'agit de l'aborder sur un plan très psychologique, parce que s'il y avait un reproche que je ferais peut-être à Memmi, c'est de ne pas être suffisamment marxiste, je dirais, tout simplement, pour aller vite, de ne pas avoir suffisamment pris en compte des enjeux liés au rapport de nature matérielle, hein, sur les enjeux de propriété, par exemple, en tant qu'ils sont structurants. Bon, il y a beaucoup dans la psychologie. Bon, c'est peut-être lié à son travail d'écrivain par ailleurs, je n'en sais rien parce que c'est pas du tout un automatisme, mais en tous les cas, le problème c'est quand on prend cette pensée-là, qui est déjà critiquable, quoi, mais comme toute pensée, et qu'on l'applique au cas du Québec, sans faire subir une sorte de traitement là, visant à adapter le discours de manière rigoureuse. On l'a plaqué.
On l'a plaqué, on dit voilà, il y a des colonisateurs et des colonisés, nous, on n'est pas colonisateurs, donc par élimination, on est les colonisés. Et les Premières Nations sont absolument absentes du portrait, mais absentes complètement. Et le problème, c'est qu'en pensant comme ça, on pense mal, quoi. Donc, on se trouve à être mu par une conscience de deux types, une fausse conscience et une mauvaise conscience, quoi. Une fausse conscience parce qu'on pense mal et une mauvaise conscience parce qu'au fond, si on se mettait à penser d'une manière plus ajustée, plus juste, plus adaptée à l'ordre des faits pour aller vite, ben, on se sentirait mal parce que le rôle de colon, il n'est pas glorieux du tout. Effectivement, c'est celui de l'idiot utile. Il y a mille façons de le dire, c'est-à-dire qu'on est les exécutants des basses œuvres coloniales, on est les petites mains du travail colonial pour un lopin de terre, pour un petit salaire, pour je ne sais trop quel avantage, ou c'est tout simplement parce qu'on est coincé. Je pense aux pêcheurs acadiens soumis à au pouvoir des commerçants de Jersey. Parce que pour toutes sortes de raisons historiques sont difficiles à saisir dans un seul tout. C'est pour ça que je fais quand même des nuances entre certaines catégories de colons, qui restent quand même des colons. On a là des acteurs qui ne sont en tous les cas en rien des colonisateurs parce qu'ils ne façonnent pas la colonie. Ils ne la créent pas, ils ne la façonnent pas, ils ne la déterminent pas, ils ne la structurent pas. Au contraire, ils sont aux abois pour aujourd'hui ce qu'on appellerait de la création d'emplois, des investissements. On invoque le dieu du capital pour qu'il injecte un petit peu de ses fonds concentrés dans notre région pour qu'on ait une part des flux financiers mondiaux. Et se comporter comme ça, c'est se comporter comme colon. Être colonisé, c'est tout autre chose. C'est être totalement marginalisé, mis sur la touche, neutralisé et à un moment donné, on pourrait même ajouter parodié, caricaturé. C'est ça être colonisé. Et ensuite, chez les colons, il y a le même, au fond, la même stratification sociale qu'on retrouve en Europe, c'est-à-dire qu'il y aura des colons qui sont plus prolétarisés, puis d'autres qui sont plus dans la catégorie des employés ou de la petite bourgeoisie, bon, jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre stade, qui est celui des colonisateurs qu'on pourrait associer aujourd'hui aux 1%, par exemple, ou aux oligarques. Donc, vous venez de toucher deux éléments extrêmement centraux qui sont extrêmement intéressants dans votre réflexion. Donc, vous rappelez, vous venez de le dire, je vous cite encore, que c'est le colon qui, le plus concrètement, exécute les bassesses coloniales. Et vous venez de toucher aussi à cette idée de fausse conscience, de mauvaise conscience. Et puis, je me permets même de citer l'économie esthétique à ce sujet-là parce que donc vous dites à un moment donné, vous parlez de ces mots qu'on ne sait plus penser au-delà d'effets de fausse conscience. Je ne sais pas aussi si ces choses-là pourraient nous permettre de parler un peu plus de votre réflexion entourant justement du colonisé et au Canada, donc des peuples autochtones. Ben, j'ai abordé le sujet par à-coup, simplement pour bien marquer une distinction entre le colon et le colonisé, tout en remarquant qu'il y a aujourd'hui, heureusement, et j'aurais envie d'ajouter enfin, un souci prononcé pour la subjectivité des différentes communautés colonisées dans l'histoire du Canada. Je n'ai ni les compétences ni l'ambition d'ajouter à ces commentaires ou à ces études ou à ces analyses ou à ces témoignages ou de m'y suppléer. J'ai simplement voulu y référer en disant il y a cette catégorie-là. Ne confondons pas les colons et les colonisés. Simplement pour revenir à cette subjectivité politique qu'on comprend mal, qu'on ne nomme pas convenablement, qui est celle du colon, afin de la faire émerger. Cela dit, il y a deux choses que je dirais sur la figure du colonisé. C'est que dans l'histoire même de la Nouvelle-France, et peut-être même à commencer par la Nouvelle-France, quand il y avait une collaboration commerciale intime entre les colons français et les Hurons, et les Algonquins, et les Outaouais,
et les différentes nations, comme on les appelle maintenant, d'Amérique du Nord, dans notre confusion historique, là, déjà, on faisait jouer aux Premières Nations le rôle de colons. C'est-à-dire qu'on les a complètement intégrés en les habituant à des produits faits en Europe comme des armes, comme de l'alcool. On les a habitués à un mode de vie qui est devenu un peu le leur dans un métissage, qui était aussi un métissage là, génétique. Nous sommes tous métis, à peu près, si on se réfère à ces origines-là. De façon donc à les intégrer à l'entreprise de spoliation et d'exploitation du territoire. Et ils ont été, au fond, des collaborateurs, très souvent. Je ne sais pas si je dois dire malgré eux, mais en tout cas en ignorance de cause, quoi, en ne voyant pas, évidemment, où cela les mènerait dans l'histoire, c'est-à-dire à leur refoulement dans des réserves qui ont été un drame historique évident, et une honte pour ceux qui ont administré les choses ainsi. D'autre part, je pointerai seulement que c'est un point sur lequel j'ai voulu travailler, même si encore une fois, il ne s'agit pas du foyer du texte, sur ceci, sur un embarras qui porte sur le rapport qu'on a souvent, à droite comme à gauche, avec ce qu'on appelle les Premières Nations, dans une sorte de grande catégorie souvent homogénéisante, malheureusement, qui consiste à avoir en eux, à gauche comme à droite, encore une fois, le bon sauvage. Et ça, je trouve ça très malheureux. Qu'on réduise dans, par exemple, des mots de bienvenue dans des colloques universitaires ou dans je ne sais trop quelle cérémonie, une période d'introduction où on nous présente quelqu'un d'une communauté qui va nous parler des oiseaux, de la nature, de l'organicité de la terre, qui va nous faire une sorte de prière. C'est évidemment considéré une réalité bien palpable et même inspirante pour des modernes et des occidentaux qui ont tout détruit sur leur passage et qui auront à nouer des liens beaucoup plus intimes avec le vivant. Donc, c'est une part que je ne suis pas en train de dénigrer, mais réduire les Premières Nations à ce folklore, au mythe du bon sauvage, comme le faisait Jean-Jacques Rousseau, c'est quelque chose de gênant parce que les Premières Nations, avant qu'on vienne tout détruire, tout saccager, tout mettre son dessus-dessous, nous, si on veut se reconnaître là-dedans, descendants d'Européens, là, c'était des peuples qui avaient des diplomaties, une diplomatie qui se faisait la guerre, qui avait des rapports complexes, des interactions, une science. C'était beaucoup plus que le mythe auquel sur lesquels on les rabat, quoi. Bon, c'est un point que j'ai voulu implicitement, disons, mettre en avant. Mm-hmm. C'est un éclairage important donc, que vous apportez, Alain Deneau. Ce sont d'importantes réflexions. Votre livre vient tout juste de paraître, Bande de colons, mais c'est une réflexion déjà en cours depuis plusieurs années, comme on le notait tout à l'heure. Vous avez donné des conférences sur cette question-là au cours des dernières années, mais l'hiver dernier, le Théâtre du Tandem présentait à Montréal, à Rouyn-Noranda aussi, Bande de bouffons. Une variation sur votre titre, donc, et une œuvre qui transpose au théâtre votre réflexion. Donc, comment l'espace théâtral traduit-il votre pensée? Qu'est-ce qui se produit dans cette transposition, selon vous? Je pourrais ajouter le fait d'un laboratoire de recherche animé par Alex Dufresne et Marc Bélan sur le même thème, sur le thème de la bande de colons, à partir d'une conférence que j'avais faite. Je vous dirais sur ce point, il est assez rare que je parle de la genèse de mes livres. Ça m'ennuie un peu de le faire, mais là, je pourrais dire exceptionnellement que si j'ai fait ce livre-là, c'est parce que je vous dirais qu'il y a un lectorat d'un livre qui n'existait pas,
qui a émergé avant même sa disponibilité. C'est-à-dire que sur la base de conférences que j'ai un peu fait sur des coins de table comme ça, en esquissant des intuitions et qui ont été massivement diffusées à ma surprise et sur lesquelles on m'est revenu beaucoup, j'ai senti qu'il y avait une écoute particulière pour ce genre de propositions. Bon, si n'eût été que de moi, j'aurais peut-être travaillé sur cette question-là dans 3 ou 4 ans. Mais là, j'ai senti qu'il y avait vraiment une attention. Et bon, je me suis dit que c'était donc objectivement le moment de le faire. Et donc, je m'y suis consacré en interrompant ma série de livres sur les économies, ce qui n'était pas prévu du tout. Et donc, au théâtre, Et, ensuite, je n'ai pas vu les pièces. Mais c'est sûr que, parce que j'apprécie beaucoup des artistes qui sont intéressés à ces écrits, ou que ce soit Alex Dufresne et Marc Bellan quant à mon travail sur les paradis fiscaux avec Hidden Paradise, c'est de voir des gens qui comprennent qu'on n'adapte pas un essai. Ce sont des gens qui lisent, qui écoutent, qui assimilent et qui, heureusement, oublient. On oublie ce qu'ils ont entendu, oublie au sens là, de la stricte exactitude d'une phrase, pour partir sur des projets qui donnent corps à la pensée, c'est-à-dire prêtent des corps à la pensée et montrent cette étape qu'on ne voit pas dans un livre, mais qu'on éprouve, nous, comme lectrices, comme lecteurs, à savoir quand un livre en nous fait corps. Et comment un corps vibre à la rencontre d'un texte. Vibre et se transforme et, et mute à la rencontre d'un texte. C'est un peu comme un coup qu'on nous porterait, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on doit recevoir qui nous heurtent dans notre chair, quoi. Et ce que donne à voir, surtout, je parlerai du tandem Dufresne et Bellan dont j'ai vu le travail. Là. Malheureusement, ça n'a pas été le cas dans d'autres reprises. C'était de voir des corps tenter d'assimiler des données qui ne sont pas de l'ordre de ce que les corps qui sont, on va parler du biopouvoir parce qu'il était question de Foucault, qui sont façonnés par le système, sont habitués d'encaisser. C'est comme si nos corps étaient constitués comme des circuits. On est habitué de se dire qu'il ne faut pas trop taxer le capital parce que c'est grâce à lui qu'on crée de l'emploi, puis grâce à l'emploi, on a un pouvoir d'achat, puis on peut se considérer chanceux parce qu'on peut consommer toutes sortes de babioles faites en Chine, mais il ne faut pas le dire. Puis bon, on a comme tout un circuit de phrases qui circulent continuellement au quotidien. Et là, ce qu'on voit, c'est comment un corps encaisse une pensée qui n'entre pas dans le circuit. Bon, et le théâtre nous donne à le voir.